Merci si vous nous rejoignez. Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Miftaou Badarou, écrivain et journaliste, Emmanuel Nkouzou-Mouami, analyste économique et politique, Hamidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique. Alors nous parlions donc de ces manifestations de l'opposition au Zimbabwe qui demandent la transparence du scrutin du 30 juillet. Emmanuel Nkouzou-Mouami, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je disais le combat de l'opposition, c'est de faire pression, non pas pour vraiment gagner l'élection présidentielle, parce qu'ils sont bien conscients que le système tel qu'il est construit ne lui permettra pas, l'opposition, d'arriver au pouvoir. MDC, qui est le premier parti d'opposition qui est bien structuré depuis longtemps, qui a été dans toutes les élections d'ailleurs jusqu'à présent, son combat c'est d'arriver à peser dans l'Assemblée nationale, parce que les réformes seront votées par l'Assemblée. Donc autrement dit, s'ils arrivent au moins à s'équilibrer du style 55-45, je dis l'opposition à 45%, ce sera une force puissante en tout cas pour que la poursuite des réformes, notamment les réformes économiques, politiques certes, mais essentiellement économiques, qui puissent être votées. Et pour qu'au moins ils puissent infléchir, notamment sur la transparence de la gestion publique, sur la lutte contre les corruptions et notamment sur les programmes d'investissement pour la poursuite de l'industrialisation, pour notamment la distribution de l'énergie dans l'ensemble des villages et des villes du pays. On est au taux de, disons, de distribution qui atteint à peu près 60%. Ce n'est pas suffisant pour l'ensemble du pays, mais c'est ça le projet premier. Et ensuite, des infrastructures naturellement qui soient d'abord de bonne qualité, tenues, et de façon à ce qu'au moins le pays, c'est un pays enclavé aussi à l'intérieur de l'Afrique, que ce pays puisse avoir accès notamment au port du Zimbabwe, pardon, du Mozambique ou en Afrique du Sud. Donc le combat de l'opposition, c'est d'arriver à pousser aux réformes dans ce sens-là. Donc être à l'Assemblée nationale, c'est important. L'élection principale qui intéresse l'opposition, c'est l'Assemblée nationale. Hamidine Kane, alors le MDC se bat également pour la présidence, parce que pour ce parti, pour véritablement en finir avec l'ère Mugabe, il faut mettre fin à la ZANU-PF. Oui, bon, mais c'est difficile. Pour cette élection, c'est difficile. Moi, je le répète carrément, parce qu'ils sont bien implantés. Et c'est un mouvement de libération. Ils ont une aura. Ils ont une aura à l'intérieur du pays. Il faudra aller dans les provinces zimbabwéennes. Hein, vous verrez qu'ils sont bien soutenus. Ça. Et puis, le tout ne se passe pas à Harare, hein. Le tout se passe à l'extérieur. Parce qu'à Harare, sur les 20 millions de Zimbabwéens, c'est peut-être 2 à 3 millions. Le reste se trouve en province. Ah oui, et puis c'est là-bas leur force de frappe. D'ailleurs, Mugabe s'était toujours basé sur eux. Toujours, tout le temps. Il ne se basait pas sur Harare, il se basait sur Bulawayo et puis les autres provinces. Vous comprenez? Et puis, bon, moi, je me dis que c'est vrai que le parti de Tsvangirai aspire à venir au pouvoir. Mais il ne faudra pas qu'il joue le jeu, justement, des Occidentaux, parce que Tsvangirai, on connaît aussi ses visions. Hein. On connaît d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait avant. Vous comprenez? On n'a pas besoin de tout déballer ici. Tout à fait. Mais donc, il faudra que les Zimbabwéens savent ce qu'il a fait avant. Donc, même s'il arrive... Alors, ceci dit, le candidat du MDC, Nelson Chamisa, n'a pas exactement la même ligne que Morgan Tsvangirai. Voilà, mais c'est tous dans la même... Il porte la chape de son parti. Voilà, exactement. Et puis, bon, donc, les Zimbabwéens vont faire beaucoup attention. On veut justement qu'il y ait un multipartisme et puis qu'il y ait alternance. Ça, tous les Africains le souhaitent, parce qu'on ne veut pas seulement des partis sclérosés qui restent pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir alors qu'ils ne font rien du tout. Généralement, les Africains souhaitent que quand on fait 1 ou 2 mandats, si ce n'est pas bon, vous dégagez. C'est ce qu'on souhaite. 5 ans, 10 ans, c'est largement suffisant. Si tu dois faire des preuves, en 10 ans, tu dois faire tes preuves. Créer des infrastructures, éduquer la jeunesse, et puis essayer de développer le pays, et puis s'ouvrir à l'extérieur. Bon, c'est ce qu'on souhaite pour le Zimbabwe et pour les autres pays africains. Alors, une dernière question, Miftaou Badarou. Est-ce que le Zimbabwe n'est pas tout simplement en train de se diriger vers une pérennisation du système Mugabe? Non, je ne crois pas du tout, parce que moi, à mon avis, cette opposition n'est pas une opposition de pacotille, parce que, quand vous voyez, actuellement, le parti au pouvoir pèse 40%, l'opposition pèse 30%, donc il y a une force de progression très significative de l'opposition. Donc, ce n'est pas une opposition de pacotille. Donc, c'est une force politique qui a amené vraiment à jouer de très grands rôles
au Zimbabwe. Non, le Zimbabwe, ce n'est pas un parti, on va dire, la ZANU-PF n'est pas appelée à jouer de façon pérenne les premiers rôles au Zimbabwe. L'opposition a aussi son rôle à jouer, absolument. Donc, parce qu'il y a une force de progression. Le parti au pouvoir a beau handicaper l'opposition, parce qu'on a noté justement que là où l'opposition dispose, enfin, les villes qui sont les bastions de l'opposition, à savoir Harare ou Bulawayo, il y a une espèce de sous-enrôlement, n'est-ce pas, sous-enrôlement des électeurs de l'opposition. Mais, ceci dit, l'opposition a absolument une place à peser de tout son poids dans l'avènement de la démocratie et la pérennisation de la démocratie au Zimbabwe, absolument. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité. Alors, dans la Corne de l'Afrique, les réactions et les débats se succèdent après l'accord de paix historique signé lundi entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Rencontre à Asmara entre le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Dégel annoncé des relations entre les deux pays après des décennies de ruptures diplomatiques et de conflits qui a fait plus de 80 000 morts. Une nouvelle ère est peut-être en train de souffler sur les deux frères ennemis, mais pour certains Érythréens, cet accord de paix n'influe en rien sur le régime d'Asmara, l'un des plus fermés et contestés au monde. Les précisions de Corinne Camden. Les Érythréens de la diaspora, notamment ceux vivant à Tel Aviv en Israël, ont exprimé leur point de vue suite à l'annonce de la fin de l'état de guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée ce lundi 9 juillet. Des points de vue pour le moins sceptiques. En effet, beaucoup estiment que le rétablissement des relations diplomatiques entre les pays voisins ne sera en aucun cas bénéfique pour le peuple érythréen. C'est toujours un dictateur qui contrôle le pays. Cet accord a eu lieu sans l'accord et la participation du peuple. Il prend toutes les décisions seul, donc il n'y a pas encore de changement. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afwerki ont annoncé qu'ils abandonnaient le statu quo en faveur de la paix, un développement qui pourrait transformer la région de la Corne de l'Afrique. Mais certains migrants érythréens en Israël ne sont pas convaincus que l'environnement social va s'améliorer chez eux à cause de ces nouveaux développements. Je ne suis pas content de cet accord de paix parce qu'il n'inclut pas le peuple érythréen. Cet accord de paix est conclu entre le dictateur en Érythrée et entre le gouvernement éthiopien. Le peuple érythréen ne l'acceptera pas et nous ne reviendrons pas parce que le dictateur est toujours là-bas. Notre problème en Érythrée n'est pas à cause de la frontière. Notre problème est dû à la dictature. Selon les statistiques publiées par le ministère israélien de l'Intérieur en 2015, plus de 33 000 Érythréens vivent actuellement en Israël. L'Érythrée entretient un vaste réseau de détention et considère toute personne qui tente de quitter le pays comme un traître. Mais une grande partie de la population a déjà fui. Environ 6 à 10% des Érythréens sont maintenant enregistrés comme réfugiés par les Nations Unies. Alors en Érythrée, aucune élection depuis 1993. La constitution érythréenne n'a jamais été appliquée. C'est aussi un service national obligatoire et à durée illimitée. Pratique également de la torture. On parle également d'arrestations arbitraires, des procès extrajudiciaires. C'est finalement qu'en 2009 que l'ONU a commencé à s'intéresser à la question de ce qu'il se passe en Érythrée. Là, depuis quelques jours, on a donc cet accord de paix signé entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Emmanuel Kouzoumoumi, est-ce que cet accord peut permettre en quelque sorte, mettre le curseur sur ce qu'il se passe en Érythrée depuis 25 ans, avec ce retour justement de l'Érythrée sur la scène internationale? Oui, on parlait des élections. Effectivement, l'Érythrée, c'est un pays qui est issu d'une guerre quand même entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui a duré longtemps, qui a fait 80 000 morts. C'est pas rien, ça c'est le décompte officiel, mais peut-être un peu plus. Et l'accord qui a eu lieu le 9 juillet a pour mission au moins de normaliser la relation entre les deux pays. Notamment parce que l'Érythrée, c'est aussi un pays qui est adossé à la mer, à laquelle n'a pas accès l'Éthiopie. Une autre façon pour l'Éthiopie, en tout cas, d'accéder à cette sortie vers l'extérieur. Mais en même temps, le dictateur érythréen, effectivement, on a dit beaucoup de choses sur lui. On ne va pas les redire ici, parce que les exilés de l'Éthiopie qu'on reçoit partout, pardon, de l'Érythrée, pardon, ils racontent ce qu'ils ont vécu, les horreurs de ce pays. Mais en même temps, sans passer par cet accord-là, n'oublions pas que l'Éthiopie, c'est l'une des grandes puissances de l'Afrique de l'Est.
devenir une grande puissance. Donc l'Éthiopie a besoin de l'Érythrée, mais aussi l'Érythrée a besoin de l'Éthiopie pour se réhabiliter, de toute façon. Et enfin, il y a une ouverture de plus en plus croissante de l'East African Community, qui comprend aujourd'hui 5 pays, qui voudraient intégrer l'Éthiopie. En tout cas, ça, je le souhaite aussi, hein, à titre d'analyste économique et politique. L'Afrique de l'Est a besoin de l'Éthiopie pour avoir une puissance à la fois démographique et une puissance économique suffisante. Donc, on a besoin de l'Éthiopie, mais l'Éthiopie a besoin de l'Érythrée. Donc, quelque part, cet accord-là a un sens. Je ne suis pas d'accord avec ces Érythréens qui sont immigrés en Israël, qui considèrent que c'est un accord entre le dictateur et le gouvernement d'Éthiopie, et que par conséquent, il n'intègre pas les peuples. Si les accords entre les États, c'est aussi des accords pour les peuples. Non, alors eux, ce qu'ils disent, c'est finalement que cet accord n'aborde pas la question de ce qu'il se passe en Érythrée. Oui, mais bon, de toute façon, ça c'est une première approche. Déjà, le fait qu'ils se réconcilient, déjà, c'est énorme. C'est énorme pour cette sous-région. Et moi, je félicite le Premier ministre éthiopien. Ah oui, il faudra lui dire bravo parce que pendant 20 ans, ils ne se parlaient pas. Hein? Les armées étaient toujours face à face. Donc ça, il faudra le remercier pour ça, pour toute l'Afrique. Parce que l'Éthiopie, c'est un pays qui compte pour l'Afrique. Et puis, nous soutenons ce que fait l'Éthiopie. Il faut que l'Éthiopie ait un débouché vers la mer. Absolument. Et ce débouché, c'est uniquement vers l'Érythrée. Ça veut dire qu'il y a Djibouti aussi, avec maintenant le train qui a été construit par les Chinois. Mais l'accès à la mer, c'est vers la mer Rouge, surtout vers l'Érythrée. Et je crois que les Éthiopiens l'ont compris. Pour qu'il y ait une réelle puissance éthiopienne, il faudra se déboucher. Et puis, bon, l'Éthiopie est confrontée à beaucoup de défis. Hein. Le défi, justement, avec l'Égypte. Ça, c'est un défi que beaucoup d'Africains ne jugent pas, mais c'est un défi qui est glissant et qui va continuer à cause du partage de l'eau du Nil bleu. Ouais. Ah oui, oui. Et puis ça, il faudra que les Africains ouvrent les yeux parce que demain, s'il y a un conflit, ce sera un conflit frontal entre l'Éthiopie et l'Égypte. Et ça, il faudra que les Africains soient conscients de ça et puis essaient de faire de sorte à ce que ce conflit ne se passe pas parce que l'Éthiopie est en train de se réarmer massivement, et c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Mouftaou Badarou, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes, moi, je dirais deux choses. C'est-à-dire que la guerre et l'instabilité ne sont jamais de bonnes choses. Deux choses. Cet accord de paix permettra, n'est-ce pas, aux Nations Unies de pouvoir enfin vraiment réaliser de bons programmes en Érythrée et en Éthiopie. Ce qui va peut-être permettre aux Érythréens de moins partir en direction de l'Europe, considérés comme l'Eldorado. Il faut aussi noter que l'instabilité et la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée a engendré la fermeture de beaucoup de voies d'accès qui permettrait les échanges et le commerce entre ces deux pays. Maintenant que l'accord est signé, ces voies d'accès vont être rouvertes et favoriser justement l'échange et le commerce entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Alors pour ce qui est de l'Érythrée, on parle de 3 000 à 5 000 Érythréens qui quittent chaque mois le pays. 34 000 Érythréens au total sont aujourd'hui demandeurs d'asile aux portes de l'Europe. Fin de cette Africa Newsroom. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Amidine Kane, je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Emmanuel Kouzou-Moami, vous êtes analyste économique et politique et vous êtes également l'auteur de La relance de l'Afrique aux éditions L'Harmattan. Merci à vous également, Mouftaou Badarou. Je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste. Vous avez écrit La vengeance d'Aïcha Kadhafi, troisième volet de la série Service secret français. C'est donc la fin de cette Africa Newsroom, fin de l'ANR de cette saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de très belles vacances. J'aurai le plaisir de vous retrouver en septembre. Bonsoir. Merci. Merci. Je comprends maintenant la robe.